Se préparer au jour J concernant le concours de la médecine, pharmacie et dentaire. Concernant les SVT, on vous présente ici encore un résumé du cours concernant la deuxième unité et un test de 40 questionnaires comme d'habitude. Chapitre 1. Le concept de l'information génétique. Introduction. L'information génétique est l'ensemble des informations ou le matériel héréditaire qui contrôle les caractères génétiques de l'individu et qui permet de transmettre les caractères héréditaires à travers les générations. Remarquez ici deux êtres vivants, différents de point de vue caractère, et là on a une famille. Voyez la transmission des caractères du père et la mère vers leur enfant, c'est-à-dire d'une génération à une autre. Où se trouve cette information génétique? L'information génétique se trouve dans nos noyaux des cellules des organismes unicellulaires et pluricellulaires eucaryotes, dans le cytoplasme pour les prokaryotes. C'est-à-dire les êtres vivants eucaryotes qui ont un noyau. L'information génétique du matière est délimitée par la membrane nucléaire percée de pores et contenant un amas de matière dense fortement chromophile qu'on appelle la chromatine dans le nucléoplasme. Voilà ici, on a une cellule et là bien sûr on a un noyau. Il est limité par une membrane nucléaire et à l'intérieur on voit bien qu'il y a un nucléoplasme et une matière qui est dense qu'on appelle la chromatine. Quelle est la nature de cette information génétique? Le noyau contient une substance colorable et dense appelée chromatine. La chromatine se présente sous forme de nucléofilaments. Donc, on a ici un noyau, on a ici les chromosomes, voilà un chromosome. Le chromosome est formé de nucléofilaments constitués d'un enroulement d'une molécule d'ADN. Donc, vous voyez ici une molécule d'ADN. Et bien sûr, là, on a un enroulement autour de protéines qu'on appelle les histones. Et cela détermine ce qu'on appelle des nucléoplasmes. Donc, chaque nucléofilament est constitué de l'enroulement d'une molécule d'ADN autour des protéines appelées histones pour constituer des nucléoplasmes, d'où l'aspect en collier de perles. La molécule d'ADN est une macromolécule en double hélice formée de deux brins complémentaires et antiparallèles, de direction opposée complémentaires et antiparallèles de direction opposée. L'un orienté 5', 3' et l'autre 3', 5'. Voilà donc l'ADN. Deux bras qui sont en hélice et orientés antiparallèlement, l'un 3', 5', l'autre 5', 3'. Un nucléotide. Et on a trois types de molécules, la première, la deuxième et la troisième. L'acide phosphorique. Là, on a un sucre ribose, désoxyribose. Et là, on a bien sûr ce qu'on appelle une base azotée, telle la guanine. Donc, un nucléotide est formé par trois types de molécules, un acide phosphorique, un sucre, le désoxyribose, et une des quatre bases azotées, soit l'adénine, soit la thymine, soit la cytosine, soit la guanine. Il y a donc quatre types de nucléotides qui sont bien sûr différents et qui sont complémentaires deux à deux. C'est-à-dire, on va voir que A se lie à T et C se lie à G. A à T et C à G pour former deux brins complémentaires. En outre, ces bases sont complémentaires, l'ADN est associé à la thymine et la cytosine à la guanine. Il résulte de cette complémentarité que les deux brins constituant la molécule d'ADN unis par l'existence des liaisons hydrogènes obéissent toujours à un schéma adénine, thymine, cytosine, guanine. Par exemple, la séquence ACGT d'un brin sera liée par des liaisons hydrogènes à la séquence TGCA, du brin homologue. Dans l'espace, cette molécule se présente en double hélice. Vous voyez, elle se présente en double hélice. Donc la molécule d'ADN est formée de deux brins de nucléotides. Ces deux brins ont trois propriétés essentielles. Ils sont antiparallèles, ils sont complémentaires, et l'enchaînement particulier de ces nucléotides détermine l'information génétique, donc l'ADN est la nature chimique ou le support de l'information génétique.
le chromosome métaphasique composé de deux chromatides et chaque chromatide comprend une molécule d'ADN. Voilà ici ce qu'on appelle un chromosome métaphasique. On va le voir bientôt. Il est composé de deux chromatides, deux chromatides reliés à un centromère. Et chaque chromatide contient une molécule d'ADN. Donc un chromosome métaphasique contient deux molécules d'ADN. Comment se fait le transfert de l'information génétique et cycle cellulaire? Toutes les cellules d'un être vivant pluricellulaire proviennent de divisions successives à partir de la cellule œuf. La division cellulaire est un processus constamment à l'œuvre dans l'organisme. On désigne un cycle cellulaire les différentes étapes entre deux divisions successives. Il comporte deux étapes essentielles ou distinctes, l'interphase et la mitose. Voilà donc un cycle. On voit bien ici qu'on a en vert la mitose et bien sûr là, c'est ce qu'on appelle l'interphase. Donc l'interphase plus mitose détermine ce qu'on appelle un cycle cellulaire. Voilà donc un cycle cellulaire. Il est composé de ce qu'on appelle la métaphase et bien sûr la mitose. L'interphase et mitose. Alors l'interphase, c'est une période pendant laquelle la cellule n'est pas en train de se diviser. La chromatine est décondensée dans le noyau sous forme de nucléofilaments enchevêtrés. Donc pendant cette étape-là, ce qu'on appelle l'interphase, on a un noyau, on a une cellule avec un noyau bien distinct, entouré d'une membrane. Là, on a ce qu'on appelle le nucléole, et là, on a matière dense. Ce sont les nucléofilaments ou la chromatine qui est décondensée et formée de filaments ou nucléofilaments enchevêtrés. La mitose. La mitose correspond aux différentes étapes de la division. Celle-ci comporte 4 étapes distinctes, caractérisées à la fois par l'aspect des chromosomes et par leur localisation dans la cellule. Et elle a la particularité de donner deux cellules filles à partir d'une cellule mère. Remarquez les autres cellules. Elles n'ont pas le même aspect. Le noyau, vous voyez, il n'y a pas de noyau, mais il y a des fibres. Il y a des fibres qu'on appelle des chromosomes. Remarquez ici, ils se sont placés au milieu de la cellule. Là, ils sont à l'extrémité, au pôle. Et là, bien sûr, on a formation de deux ou condensation des chromosomes. Et là, on a deux cellules filles et une cellule et une cellule. Donc, deux cellules filles. Donc, on peut avoir deux cellules filles à partir d'une seule cellule mère. C'est ça ce qu'on appelle la division cellulaire ou la mitose. Alors, quelles sont les étapes de la mitose? Remarquez ici, on a ici l'interphase. Là, ce sont des prophases. Là, la métaphase, anaphase et télophase. Donc, la mitose ou la division cellulaire se fait en 4 étapes, la prophase, la métaphase, anaphase et télophase. Alors, pendant la prophase, qu'est-ce qu'on constate? Disparition de la membrane nucléaire et nucléole. Donc, à l'interphase, il y avait bien sûr un noyau entouré d'une membrane cellulaire, et bien sûr à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle un nucléole. Au début de la division, c'est-à-dire la prophase, la membrane nucléaire commence à disparaître, ainsi que le nucléole. Condensation par spiralisation des fibres de chromatine qui devient progressivement visible et prennent la forme de bâtonnets colorables bien individualisés. Les chromosomes du grec chroma, couleur, et somme, ou soma, ça veut dire corps, c'est-à-dire un corps coloré, qui se disperse dans le cytoplasme. Remarquez ici, les nucléofilaments qui étaient enchevêtrés commencent à s'individualiser pour donner des fibres ou des chromosomes formés de deux chromatides reliés par un centromère, et que bien sûr qu'ils vont se disperser dans le cytoplasme. En plus de cette variation au niveau du noyau, qu'est-ce qu'on constate pour une cellule animale? Que le centrosome se divise en deux, et que l'un des deux va vers un pôle. Et entre les deux centrosomes O astères se forment ce qu'on appelle des fibres d'un fuseau achromatique. Voilà. Apparition des fibres du fuseau achromatique ou fuseau métotique entre les deux centrosomes pour une cellule animale et entre les calottes polaires pour une cellule végétale. À ce stade, chaque chromosome est bichromatidien, c'est-à-dire contenu
pour former de deux chromatides qui sont identiques, résultant de la réplication des molécules d'ADN unies au niveau d'un centromère. Donc vous voyez ici le chromosome qui devient individualisé est formé de deux chromatides reliées par un centromère. La métaphase. Alors remarquez la métaphase, qu'est-ce qu'on constate? Que les chromosomes qui étaient dispersés à ce stade, maintenant ils se sont répartis à ce niveau-là, au niveau de l'équateur. Et on parle de plaque équatoriale, enfin ce qui caractérise la phase métaphase. Donc la condensation des chromosomes est alors maximale. Les chromosomes se positionnent au centre de la cellule de telle sorte que tous les centromères sont situés dans un même plan, qualifié d'équatorial. Et on parle de plaque équatoriale. Durant cette phase, les chromosomes sont très clairs, observables, et chacun est formé de deux chromatides reliés par un centromère, c'est-à-dire bichromatidien. Dans le cas d'une mitose animale, au niveau de chaque pôle de la cellule se trouve une structure appelée astère, comme dans ce cas. Vous voyez là, ce sont des astères. Les deux astères sont reliés par un fuseau achromatique. Ça, c'est pour la cellule animale. Par contre, pour la cellule végétale, à la place de l'astère, on trouve une calotte polaire. Donc, chez les cellules végétales, il n'y a pas d'astère. L'anaphase. Remarquez ici le chromosome bichromatidien. Remarquez là, le chromosome ne contient plus qu'un seul chromatide. Donc on peut supposer qu'il y a séparation des chromatides d'un chromosome et migration de chaque chromatide vers l'un des pôles de la cellule. Donc les fibres mitotiques se contractent, provoquant ainsi la fission des chromosomes depuis le centromère en deux chromatides et chaque groupe des chromatides, lot identique de chromatides, migre vers un des pôles opposés de la cellule et on parle de l'ascension polaire. Il y a dès lors création de deux cellules filles identiques par étranglement du cytoplasme, chacune comportant un chromatide de chaque chromosome. Remarquez ici. Donc, chaque chromatide n'est formé que d'un seul brin. Et on parle de chromosome fils. Pour la télophase, le chromosome se décondense par déspiralisation. Une enveloppe nucléaire se forme autour de chaque lot et achève ainsi la formation de deux noyaux fils. Disparition des fibres du fuseau achromatique, il y a dès lors la formation de deux cellules filles identiques par étranglement du cytoplasme, cas de la cellule animale, ou par formation d'une nouvelle paroi squelettique au milieu de la cellule, cas des cellules végétales, ce qui marque la fin de la mitose et formation de deux cellules filles identiques. Chacune des deux cellules filles comportant un chromatide, chromosome fils, de chaque chromosome original. Par conséquent, chaque cellule fille aura le même matériel chromosomique que la cellule mère. Remarquez ici la cellule végétale et là la cellule animale. Donc les quatre étapes, prophase, métaphase, anaphase et télophase. Donc la différence entre ces deux divisions, c'est au niveau de la télophase. Là, il y a un étranglement pour la cellule animale parce qu'il n'y a pas de paroi squelettique. Par contre, la végétale, il y a une paroi squelettique, c'est pourquoi il y a formation d'une nouvelle paroi squelettique, et on parle de fragmoplaste à ce niveau-là, qui va séparer bien sûr les deux cellules filles. Et à la fin, on va avoir deux cellules filles séparément, c'est-à-dire dépendantes, en fait, on va avoir deux cellules filles qui sont indépendantes bien sûr l'une de l'autre. Là, c'est la première différence entre les divisions animales et végétales. Il y a une autre différence, c'est au niveau de la formation des fibres du fuseau achromatique. Pour la cellule animale, l'origine du fuseau achromatique, c'est bien sûr les astères et formation des fibres entre les deux astères. Par contre, pour la cellule végétale, il n'y a pas de centrosome, donc il n'y a pas d'astère. Le fuseau achromatique se forme à partir de fibres qui étaient présentes déjà dans le cytoplasme de la cellule végétale. Comme conclusion, la mitose permet une répartition équitable des chromosomes entre les deux cellules filles, qui ont exactement les mêmes chromosomes que la cellule mère et la même information génétique. La mitose est donc une reproduction conforme. Les chromosomes sont donc le support du matériel ou du programme génétique. Comment l'information génétique se conserve-t-elle au cours de la multiplication cellulaire? C'est-à-dire, lorsque une cellule mère se divise, elle donne deux cellules filles qui sont totalement identiques entre elles et à la cellule mère.
Alors, comment se fait-il qu'il y ait conservation de l'information génétique au cours de cette multiplication cellulaire? Donc, cherchons d'abord à quel moment se réalise cette duplication de l'ADN. C'est-à-dire, pour que les deux cellules filles soient identiques, ils doivent avoir le même matériel génétique. Donc, ce matériel génétique doit être dupliqué. Alors, à quel moment se réalise la duplication de l'ADN? Donc, si on prend ici la courbe de variation de la quantité de l'ADN dans la cellule au cours d'un cycle cellulaire, on constate que la cellule mère a une quantité Q d'ADN. À un moment donné, elle va se dupliquer, reste constant, et à la mitose, il va y avoir retour à la quantité initiale, c'est-à-dire Q. Donc, on peut supposer que la multiplication ou la duplication de l'ADN se produit pendant la phase S de l'interphase, c'est-à-dire avant la division. Donc, en mesurant la quantité d'ADN présente dans le noyau au cours d'un cycle cellulaire, on constate que l'interphase peut être découpée en 3 phases successives. La phase G1, donc G de l'onglet gap, ça veut dire intervalle, pendant laquelle la quantité d'ADN par cellule reste constante et les chromosomes sont simples. Chacun d'eux est constitué d'une unique molécule d'ADN. Pendant la phase S comme synthèse, est marquée par un doublement progressif de la quantité d'ADN. On passe de Q à 2Q, à l'origine de la duplication des chromosomes. Et la phase G2, jusqu'au début de la mitose, les chromosomes sont doubles, à 2 chromatides réunis au niveau du centromère. Et la quantité d'ADN dans la cellule demeure stable, égale au double de la quantité de la phase G1. Au début d'une mitose, un chromosome apparaît dupliqué, constitué de 2 chromatides et contient 2 molécules d'ADN identiques, comme on a vu pendant la division cellulaire. Donc l'ADN a été répliqué avant le début de la division cellulaire, lors de la phase S de l'interphase. Comment donc s'effectue cette duplication ou réplication d'ADN au cours de l'interphase? La réplication est une duplication de la molécule d'ADN, nécessite 2 types d'enzymes, l'hélicase et l'ADN polymérase. Ça, ce sont les principaux bien sûr. Donc l'hélicase casse les liaisons d'hydrogène entre les nucléotides de la double hélice, les 2 brins s'écartent et forment les yeux de réplication, et chacun des 2 brins est utilisé comme matrice pour la synthèse d'un nouveau brin, par bien sûr complémentarité. L'ADN polymérase, qui ne fonctionne que dans le sens 5' vers 3', ajoute les molécules libres dans le noyau bien sûr, pour construire un nouveau brin, un brin néoformé d'ADN complémentaire à l'ancien qui est 3', 5'. À la fin, les différents yeux finissent par se joindre, permettant la duplication complète de la molécule d'ADN initiale et forment ainsi 2 molécules d'ADN identiques entre elles et identiques à la cellule initiale. Si on prend ici la molécule d'ADN initiale, on a ici 3', 5' et là 5', 3'. Vous voyez ici l'hélicase en bleu, il coupe les liaisons hydrogènes pour séparer les 2 brins. On a un brin orienté 5', 3', et l'autre orienté 3', 5'. Et on sait que l'ADN polymérase, le voilà, l'ADN polymérase synthétise le nouveau brin d'ADN complémentaire à celui-là, c'est-à-dire l'ancien, dans le sens 5', 3'. Alors, si aussi on a 3', donc l'ARN, enfin l'ADN polymérase va synthétiser dans ce sens. D'une façon continue, l'hélicase coupe et lui assemble. L'hélicase coupe et lui assemble. Donc, si l'ADN polymérase va dans le sens de l'enzyme hélicase, on parle de élongation continue. Par contre, dans ce cas-là, on a le brin orienté 5', 3'. Donc la molécule synthétisée doit être 5', 3' orienté 5', 3'. Pour cela, l'ADN polymérase va synthétiser un morceau par morceau. Donc 5', 3', puis 5', 3', etc. Pour montrer mieux, remarquez cette figure. On a ici l'ADN molécule initiale. Ouverture au niveau d'un œil de réplication.
Là, on a 3', 5'. Donc, la molécule, la nouvelle molécule qui va se former, celle qui est en rouge, va être orientée 5' vers 3'. Donc, elle va dans le sens de l'ouverture de l'œil de réplication. Donc, on parle de élongation continue. Par contre, au niveau de second brin, on a ici 5', 3'. Or, le rouge, c'est-à-dire l'ADN néoformé, doit être formé de 5' vers 3'. Donc 5' vers 3'. Donc elle commence à former cette partie-là vers 3'. Or, l'hélicase a déjà coupé ces relations. Donc cette partie-là, elle est devenue vide. Donc il va y avoir formation d'un nouveau fragment d'ADN complémentaire. Et on va avoir ici plusieurs fragments qu'on appelle fragments d'Okazaki. Ça montre que l'élongation à ce niveau-là, elle n'est pas continue, mais élongation discontinue. Alors remarquez ici, quelle caractéristique de la réplication. La réplication est semi-conservative. Selon ce modèle, chaque brin de la molécule mère sert de matrice pour la synthèse d'un nouveau brin complémentaire. Une molécule d'ADN contient donc un brin ancien et un brin néoformé. La réplication est bidirectionnelle. La réplication débute à plusieurs endroits de la molécule d'ADN, c'est-à-dire les yeux de réplication, et progresse en sens inverse, assurant la réplication de l'ensemble de la molécule d'ADN. C'est-à-dire au niveau d'un œil de réplication, la réplication se fait dans les deux sens, dans ce sens et dans ce sens, pour que l'œil grandisse et rencontre les autres yeux de réplication. La réplication est asymétrique, c'est-à-dire que l'un des brins, 3', 5', est lu dans le sens de la fourche, donc se réplique dans une continuité, synthétisée de façon continue. On parle d'élongation continue. L'autre brin, qui est 5', 3', est lu dans le sens inverse de la fourche, donc se réplique de manière discontinue par formation de fragments d'ADN appelés fragments d'Okazaki. On parle d'élongation discontinue. À la fin, les fragments d'Okazaki seront par la suite reliés par des enzymes d'assemblage qu'on appelle les ligases. Donc, la réplication de l'ADN nécessite 3 enzymes, les ligases, l'ADN polymérase et les ligases. Et à la fin, les ligases. La conclusion. L'information génétique est conservée donc grâce à deux événements fondamentaux. La duplication des chromosomes en interphase matérialisée par le passage de chromosomes simples à une chromatide à des chromosomes doubles à 2 chromatides. Et un partage égal des chromosomes en anaphase, c'est-à-dire lors de la mitose, les chromatides de chaque chromosome se séparent à la fin de la mitose. Les deux cellules filles contiennent donc les mêmes chromosomes en nombre égal. C'est-à-dire que l'information génétique est conservée grâce à deux phénomènes. Le premier phénomène qui se produit au cours de l'interphase, qui est la duplication, qui montre que une seule molécule d'ADN devient 2 molécules d'ADN, c'est-à-dire elle s'est dupliquée, et à l'anaphase, au cours de la mitose, il va y avoir séparation de ces 2 molécules d'ADN pour donner 2 cellules filles contenant chacune une molécule d'ADN qui sont bien sûr identiques entre elles et avec leur cellule mère qui leur a donné naissance. La mutation. Alors, des mutations de l'ADN. Au cours de la réplication de l'ADN, il peut y avoir des anomalies d'incorporation des nucléotides, dont résultent des ADN modifiés et on parle de mutation. On appelle mutation toute modification de la molécule d'ADN qui a échappé au processus de réparation. C'est-à-dire que lors de la réplication, il peut y avoir des erreurs. Heureusement, il y a des enzymes qui sont capables de corriger ces erreurs de façon rapide. Seulement, certains échappent à cette réparation. Il y a plusieurs types de mutations ponctuelles. On parle de mutation par substitution. Donc voilà notre ADN original. Et là, remarquez ici, le G qu'on a ici est devenu un A. On a ici TTGAG est devenu TTAAG. Donc il y a un A qui a remplacé un G. Et on parle de substitution. Donc remplacement d'un nucléotide par un autre. Mutation par délétion.
Délétion, ça veut dire il y a une perte. Là, on a 1, 2, 3, 4, 5. Là, on a seulement 1, 2, 3, 4. Donc, il y a une perte d'un ou plusieurs nucléotides, bien sûr. Puis, il y a mutation par addition. Là, on avait 5. Maintenant, on va avoir ici 6. Donc, addition d'un ou plusieurs nucléotides. Ces modifications de l'ADN sont spontanées, imprévisibles, aléatoires et leur fréquence est faible, qui peut augmenter sous l'action des facteurs ou agents mutagènes. Voilà un exemple de mutation. Remarquez cet ADN-là qu'on a. Il présente une série de nucléotides pour donner des yeux à couleur brune. Par contre, remarquez ici, il y a une substitution. AT est remplacé par CG, ce qui a donné une couleur bleue à cet individu. Il n'y a pas seulement ça. Remarquez ici, il y a différents types de couleurs des yeux de l'humain. Donc tout ça, ce sont bien sûr des mutations. Celle qui est à l'original est appelée sauvage et toute modification va donner ce qu'on appelle des cas mutants dus à une mutation. L'expression de l'information génétique, c'est-à-dire comment cette série de nucléotides va donner une coloration soit brune, soit bleue, soit verte aux yeux. Donc comment s'exprime l'information génétique. Donc l'information génétique contrôle tous les caractères génétiques héréditaires de l'individu à travers la traduction de ces informations en protéines. Le gène est un fragment d'ADN contrôle un caractère héréditaire à travers la production d'une protéine, sachant que chaque gène produit une protéine qui contrôle ou participe dans le contrôle d'un caractère héréditaire. La synthèse des polypeptides a lieu dans l'interface dans le cytoplasme au niveau de structures appelées ribosomes et est catalysée par un apport extérieur d'énergie. Or, dans le cas des cellules eucaryotes, l'ADN reste confiné dans le noyau cellulaire. En général, la synthèse des polypeptides et des protéines se fait dans le cytoplasme des cellules, soit eucaryotes, soit procaryotes. Mais l'ADN, qui est le support de l'information génétique, est confiné, c'est-à-dire reste toujours dans le noyau. Voilà. Donc, elle reste toujours dans le noyau. Les deux phases principales dans le passage de l'ADN aux protéines sont la transcription, qui se produit au niveau du noyau, et la traduction, qui se produit au niveau du cytoplasme. Le schéma vous présente ces deux étapes. Vous voyez ici qu'on a la transcription, et là on a ce qu'on appelle la traduction. Donc la transcription, c'est le passage d'un ADN à ce qu'on appelle ARN messager, qui va sortir par les trous de la membrane nucléaire vers le cytoplasme où il y a les ribosomes qui vont bien sûr lire et traduire l'information génétique écrite au niveau de l'ARN M en protéines, c'est-à-dire une série d'acides aminés. Alors on commence par la transcription. La transcription correspond à la synthèse de molécules d'ARN M à partir de l'ADN. La transcription est une opération qui se déroule dans le noyau des cellules eucaryotes, a pour but de synthétiser une molécule d'acide ribonucléique appelée ARN, dit messager ou ARNM, complémentaire à un brin d'ADN donné, c'est-à-dire le gène. Celui-ci sera ensuite diffusé dans le cytoplasme et servira en quelque sorte de transfert de l'information génétique. Cette transcription comporte différentes phases. La double hélice d'ADN est tout d'abord ouverte sur une courte portion par rupture des liaisons d'hydrogène entre les bases complémentaires des deux brins, sous l'action d'une enzyme appelée ARN polymérase, qu'on va noter ARNP. La synthèse d'une molécule d'ARN M s'effectue au contact d'un des deux brins de l'ADN appelé le brin transcrit, par assemblage de nucléotides libres dans le noyau suivant un ordre précis imposé par la complémentarité des bases entre l'ARN M et le brin d'ADN. Les règles d'appareillement des bases de l'ARN M et du brin transcrit de l'ADN sont pratiquement similaires à celles qui régissent l'appareillement des deux brins d'ADN. La différence réside dans le fait que le nucléotide à base U
de l'ARN M s'appuie avec le nucléotide à base A de l'ADN. C'est-à-dire qu'au niveau de l'ADN, on a A, T, C, G. Par contre, au niveau de l'ARN, on va avoir, au lieu de T, on va avoir U. Et on va avoir A, U, C, G. Ainsi, à une séquence A, G, C, sur le brin d'ADN, correspondra la transcription U, C, G sur la molécule d'ARN M. L'ARN M produit quitte le noyau vers le cytoplasme où il se traduit en protéines par les ribosomes. Remarquez ici le brin d'ADN qui est en double hélice et là on a ce qu'on appelle le gène. Donc il va y avoir une copie de cette partie-là du gène. Pour cela, il doit y avoir séparation des deux brins d'ADN pour que l'ARN P, l'ARN polymérase, puisse copier l'information inscrite à ce niveau-là. Donc le brin transcrit. Et l'ARN polymérase synthétise ou fabrique l'ARN dans le sens 5', 3'. Donc le brin qui est transcrit, c'est le brin 3', 5'. Remarque, chez les eucaryotes, dans ce cas, le gène est formé de deux catégories de séquences nucléotidiques, les exons et les introns. Les exons qui correspondent aux séquences codantes et se trouvent sous forme complémentaire dont l'ARN M exporté vers le cytoplasme. Les introns qui correspondent à des séquences non codantes insérées entre les exons et qui n'ont pas de complémentaire dont l'ARN M utilisé par la synthèse protéique. Le gène eucaryote est ainsi dit morcelé ou en mosaïque suite à cette structure. La transcription du gène eucaryote se fait en deux phases. D'abord, le gène est transcrit en sa totalité, exons et introns sont synthétisés pour donner un premier ARN, dit ARN pré-messager. Puis au niveau même du noyau, l'ARN pré-messager subit ce qu'on appelle une excision des parties correspondantes aux introns et un épissage, c'est-à-dire un assemblage des parties correspondant aux exons, pour donner en fin de compte l'ARN M qui sera transféré vers le cytoplasme. Ça montre que la longueur, de point de vue longueur, l'ARN M est plus petit que l'ARN pré-messager. Cas du gène des prokaryotes. L'observation des gènes prokaryotes laisse constater que l'ARN M synthétisé est directement utilisé pour la synthèse protéique. Donc, chez les prokaryotes, l'ARN M correspond nucléotide par nucléotide à la portion transcrite du gène. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de introns et exons chez les prokaryotes. Donc, lorsqu'on parle des eucaryotes, on peut penser aux exons et aux introns, c'est-à-dire l'ARN M et l'ARN pré-messager. La traduction. La traduction consiste à faire correspondre la séquence nucléotide de l'ARN M à la séquence d'acides aminés de la protéine. La question qui s'impose, comment peut-on faire correspondre les 4 nucléotides de l'information génétique aux 20 acides aminés des protéines? Là, on a seulement 4 nucléotides, A, T, C, G, O, A, U, C, G. Par contre, on a 20 acides aminés. Donc, comment peut-on correspondre ces 4 nucléotides aux 20 acides aminés? Ce qui laisse supposer qu'il y a nécessité d'un code génétique. La réponse à cette question a permis de définir le code génétique. Ce code a été mis en place à la suite d'un raisonnement mathématique qui a été confirmé par l'expérimentation. En effet, si on fait correspondre à un nucléotide un acide aminé, on va avoir seulement 4 possibilités. On n'obtient pas un arrangement satisfaisant puisqu'une protéine ne renfermera au maximum que 4 acides aminés différents, ce qui n'est pas le cas dans la nature. De même, un arrangement qui fait correspondre 2 molécules ou 2 nucléotides à un acide aminé n'est également pas satisfaisant. On va avoir 4 puissance 2, c'est-à-dire 16 cas possibles. Or, on a 20 acides aminés. Donc, même ce cas n'est pas valable. Par contre, si on fait correspondre à 3 nucléotides à un acide aminé, on va avoir 64 possibilités. Donc ça couvre les 20 acides
aminés. Ceci est acceptable puisqu'il couvre les 20 acides aminés. Donc un acide aminé est codé par un triplet de nucléotides et qu'on va appeler codon. Comme on peut le constater sur la figure 50, donc là dans le tableau, c'est ce qu'on appelle le code génétique. Et vous voyez que chaque codon ou chaque triplet de nucléotides correspond à un acide aminé. Donc, comme on peut le constater sur la figure 50, parmi les 64 codons, seulement il y a 61 codons désignent un acide aminé. Reste 3. Les 3, ce sont UGA, UAA, UAG, qu'on marque ici comme stop. Ce sont 3 codons qui ne désignent pas un acide aminé, ou 3 codons qui ne correspondent à aucun acide aminé. Donc 3 codons commandent l'arrêt de la synthèse protéique et sont appelés codons stop ou codons non-sens, qui sont UAA, UAG et UGA. Certains codons désignent le même acide aminé. Remarquez ici, 2 codons UUC désignent le phénylalanine. Par exemple, la leucine correspond à 6 codons différents, La leucine. Voilà la leucine. 1, 2, 3, 4. Et là aussi, 1, 2, ça veut dire 6. À cause de cette particularité, le code génétique est dit redondant ou dégénéré. Ce code génétique a 5 propriétés. La première, le code génétique est dégénéré, comme on a vu ici, c'est-à-dire que la plupart des acides aminés sont définis par plus d'un seul codon. Le code génétique n'est pas chevauchant, c'est-à-dire qu'un nucléotide n'appartient qu'à un seul codon, et la lecture se fait codon par codon. Le code génétique est, à quelques exceptions près, universel. Donc on peut supposer qu'il est universel. Le doublet initial peut être seulement déterminant. 3 codons ne définissent aucun acide aminé et sont ainsi appelés codons stop ou codons non-sens. Il s'agit des codons UAA, UAG et UGA. Il y a un doublet, le doublet initial. Il y a un triplet initial. C'est AUG qu'on appelle ici la méthionine. Donc, cherchons maintenant comment se fait la traduction. Le mécanisme de la traduction. La traduction commence par l'étape de l'initiation, où les 2 unités du ribosome se fixent sur l'ARN M au niveau du codon initial AUG, qui code pour l'acide aminé méthionine. Puis l'étape de l'élongation commence, où le ribosome continue à se déplacer afin de lire plus de codons. Et à chaque codon, il fixe un nouvel acide aminé approprié. La fin de la traduction est déclenchée lorsque le ribosome atteint un codon stop, ou codon qui ne correspond à aucun acide aminé, où les 2 unités de ribosome se détachent et la chaîne peptidique, c'est-à-dire la chaîne d'acide aminé, c'est-à-dire la protéine formée, est libérée. Donc vous voyez ici la traduction, les étapes de la traduction. Il y a l'initiation, il y a l'élongation et il y a la terminaison. Et vous voyez bien sûr ici les ribosomes qui sont en train de se déplacer sur l'ARN M pour lire et traduire les codons en acides aminés. Donc lors de la phase d'initiation, l'ARN M, la phase d'initiation, l'ARN M, libre dans le cytoplasme, sera fixé par une petite sous-unité du ribosome, telle qu'un codon initiateur, toujours le même, qui est AUG, sera exposé en premier plan, ce qui va faire appel à une grande sous-unité du ribosome qui couvre l'ensemble. Cette sous-unité est formée de 2 sites, site A et site P. Le site P se trouve déjà en face du codon initiateur et qui fait appel à un ARN T initiateur puisqu'il porte l'anticodon UAC et un acide aminé initiateur, la méthionine. La fixation de cet ensemble dans le site P déclenche la synthèse protéique. Alors, si on explique ici, là, on a ici l'ARN M qui est libre. Les 2 sous-unités du ribosome sont bien sûr libres. Au début, il va y avoir fixation de la petite sous-unité à ce niveau-là, au niveau de 2 ou 3 codons. En commençant par AIG, bien sûr. Donc, à ce niveau-là, on a le site P. Donc, l'ARN T porte le premier acide aminé qui est la méthionine, doit avoir comme anticodon. Donc, on a ici
codon A, UG, donc on doit avoir ici UAC. Donc l'ARN de transfert doit avoir comme anticodon UAC. Alors UAC va se fixer à ce niveau-là par complémentarité des nucléotides. Donc le site P est occupé, alors que le site A est libre. La grande sous-unité, bien sûr, va se placer à ce niveau-là pour avoir le ribosome en total, qui va commencer, bien sûr, l'élongation, c'est-à-dire la lecture de l'information génétique. Cette lecture commence par, c'est-à-dire la phase de l'élongation. Le site A de la grande sous-unité étant libre, devant le deuxième codon, ceci fait appel à un deuxième ARNT qui porte le deuxième acide aminé. L'installation de cet acide aminé ou l'installation de cet ARNT dans le site A stimule la formation de la liaison peptidique entre les deux acides aminés et la rupture de la liaison entre le premier ARNT et son acide aminé, ce qui rend le site P libre, d'où le glissement du ribosome d'un codon. Ainsi, le site A devient libre devant le troisième codon et le site P héberge le deuxième ARNT, chacun des deux premiers acides aminés, ce qui stimule l'arrivée d'un troisième ARNT qui porte le troisième acide aminé et ainsi de suite. Alors si je m'explique, on a ici le site P est occupé. Le site A était vide. Alors le début de la lecture ou de l'élongation commence par la fixation d'un deuxième ARNT à ce niveau-là. Si on a ici UUU, donc l'ARNT doit avoir un anticodon qui comporte AAA. D'après le code génétique, UUU correspond à la phénylalanine. Donc comme deuxième acide aminé, on va avoir ici ce qu'on appelle la phénylalanine. Là voilà. Donc on a ici la méthionine et là on a la phénylalanine. Entre les deux acides aminés, il va y avoir formation d'une liaison qu'on appelle les liaisons peptidiques. Une fois les deux acides aminés reliés, il y a libération du premier ARNT. Donc il va aller chercher d'autres acides aminés à apporter. Donc le site P, maintenant, il est vide. Alors, que fait le ribosome? Il va se déplacer d'un codon. Ce déplacement d'un codon entraîne le changement de la place de l'ARNT qui était dans le site A vers le site P. Ainsi, le site A redevient vide, ce qui permet la venue d'un troisième acide aminé qui va correspondre bien sûr à CCC, qui est la proline, et qui va être apporté par un ARNT qui a comme anticodon GGG. Le troisième acide aminé. Une fois présent, il va y avoir formation d'une liaison peptidique, séparation du deuxième ARNT qui va chercher encore d'autres acides aminés, et ainsi de suite va continuer cette opération, jusqu'à l'arrivée de ce ribosome vers un codon non-stop ou non-sens tel UAG. Et c'est ça la phase de terminaison. En face d'un codon non-sens, et comme il n'existe aucun ARNT capable de reconnaître ce codon, la synthèse s'arrête par la libération de la chaîne peptidique et le détachement des deux sous-unités du ribosome. Si l'acide aminé initiateur ne fait pas partie de la protéine synthétisée, il sera également libéré. Donc, à la fin, lorsqu'on arrive à un codon non-stop, la traduction est arrêtée, la chaîne peptidique est libérée, l'ARN aussi est libéré et les deux sous-unités sont séparées. Si la méthionine ne fait pas partie de la protéine demandée, elle va être aussi libérée. Alors, comme conclusion, le phénomène de l'expression de l'information génétique est un phénomène rapide, puisqu'on a constaté que chez les bactéries, l'association d'acides aminés pouvant atteindre 350 par minute, elle est également amplifiée puisqu'un seul gène peut être transcrit plusieurs fois en même temps pour produire plusieurs ARN-M correspondants. De même, un seul ARN-M peut être lu par plusieurs ribosomes en même temps pour former ce qu'on appelle un polysome. Ça, c'est un polysome. Vous voyez, il y a plusieurs
ribosomes qui lisent en même temps ce brin d'ARN M. Donc chez l'homme, un ARN M peut porter de 5 à 20 ribosomes successifs. Ainsi, il va y avoir production de protéines d'une façon intense. Chapitre 2, le génie génétique. Comme définition, c'est un ensemble de techniques qui a pour but d'introduire de nouveaux gènes d'intérêt appartenant à n'importe quelle espèce dans le patrimoine génétique d'un individu d'une autre espèce non interféconde, afin de lui conférer des propriétés nouvelles. On obtient ainsi un organisme génétiquement modifié appelé OGM, capable d'acquérir de nouveaux caractères ou de produire de nouvelles protéines. Ceci est possible car la molécule d'ADN peut être lue par n'importe quel être vivant, écrite dans un langage qui est universel, et elle peut être transmissible à la descendance. Un organisme génétiquement modifié, c'est tout organisme vivant dont on a modifié le matériel génétique par introduction d'un ou plusieurs gènes étrangers afin de lui conférer une ou des caractéristiques nouvelles transmissibles à la descendance. B. Comment on obtient un OGM? Donc les outils indispensables du génie génétique, il doit y avoir un hôte, un vecteur, une enzyme de restriction, un ADN ligase, transcriptase reverse et une sonde moléculaire. L'hôte, on utilise généralement une bactérie, Escherichia coli par exemple, parce qu'il a un temps de génération court, seulement 20 minutes, à une température ambiante 37 degrés. Il faut qu'il y ait un vecteur, c'est-à-dire quelqu'un qui transmet ou qui transporte. C'est généralement un plasmide. Les plasmides sont de petits morceaux d'ADN circulaires double brin que l'on trouve dans les bactéries en dehors de chromosomes. Ils se répliquent grâce aux enzymes présents dans la bactérie. Remarquez ici la bactérie, là c'est ces chromosomes de la bactérie et là c'est le plasmide. Enzymes de restriction. Les enzymes de restriction sont une sorte de ciseaux moléculaires servant à couper l'ADN en des sites bien précis. Le nom des enzymes de restriction provient de la bactérie dont elles ont été isolées. Par exemple, E. coli provient d'Escherichia coli, souche R, et le 1 signifie que c'est la première enzyme qui a été découverte. C'est pourquoi on parle de E, CO, ECO, R, A, E. coli. L'ADN ligase. Une ligase est une enzyme capable de créer une nouvelle liaison covalente entre deux molécules. C'est-à-dire on utilise cette enzyme pour assembler les brins d'ADN. Par exemple, remarquez ici, on a isolé le gène voulu, l'ADN voulu. Là, on prend le plasmide, on le coupe, c'est-à-dire on utilise l'enzyme de restriction pour enlever une partie. Et là, bien sûr, on va coller les deux ADN, c'est-à-dire de la cellule et celui de la bactérie. Pour les coller, il faut avoir l'ADN ligase. La transcriptase reverse est une enzyme utilisée par les rétrovirus, tel le virus du sida, qui transcrivent l'information génétique des virus de l'ARN en ADN et qui peut s'intégrer dans le génome de l'hôte. Une sonde moléculaire, il s'agit d'une molécule d'ADN monobrin, mais formée seulement d'un seul brin. Pourquoi on parle de molécule d'ADN? Parce qu'il est formé de ATCG, qui a la propriété de s'associer spontanément et de façon spécifique et réversible à une autre molécule monobrin, c'est celle-ci lui est complémentaire. Donc on va utiliser une sonde moléculaire pour bien sûr sonder ou pour découvrir les brins d'ADN qu'on cherche, les gènes qu'on cherche. Les étapes du génie génétique. Tout d'abord, on commence par l'extraction des gènes, c'est-à-dire on doit isoler le gène voulu, le gène d'intérêt, à partir d'une cellule qui produit naturellement ce gène, c'est-à-dire cette protéine. Donc, extraction des gènes, codant la protéine recherchée à transférer. Donc, soit à partir de l'ADN en utilisant une enzyme de restriction pour le fragmenter et une sonde moléculaire radioactive pour le repérer, soit à partir de l'ARN M dont on synthétise une copie ADNC en utilisant l'enzyme transcriptase reverse.
Donc, il y a deux méthodes pour isoler le gène voulu. Soit on utilise des enzymes de restriction pour couper la molécule ADN en petits morceaux, et on va utiliser la sonde moléculaire pour repérer le gène voulu. Soit on utilise l'ARN M de cette cellule, et on doit le modifier, ou on doit bien sûr le traduire, ou on doit le transformer en ADN grâce bien sûr à la transcriptase reverse. Une fois avoir le gène voulu, la deuxième étape, extraction du plasmide, c'est-à-dire le vecteur. Et on va l'ouvrir grâce à une enzyme de restriction qu'on a utilisée ici. Puis on va insérer, donc insertion du gène dans le plasmide, en présence de ligase, on obtient ainsi un plasmide recombiné. Ce plasmide recombiné, on doit le mettre dans une culture, en présence de bactéries bien sûr, qui sera intégré. Donc mise en culture des bactéries en présence de plasmide ADN recombiné qui sera intégré par les bactéries. Donc certaines bactéries ont intégré cet ADN ou ce plasmide modifié, d'autres non. Alors comment peut-on repérer les bactéries qui ont introduit ou qui ont intégré ce plasmide modifié? Donc on doit pour cela utiliser une méthode qu'on appelle le repérage des cellules transformées, en utilisant un marqueur, c'est-à-dire un gène de résistance à un antibiotique inséré avec le gène transféré. Donc c'est-à-dire le gène qu'on doit transférer, on doit aussi mettre un autre gène qui est le gène de résistance à un antibiotique. Et les bactéries qu'on va avoir à la fin, on doit ajouter ce qu'on appelle l'antibiotique. Donc les bactéries qui n'ont pas intégré le plasmide vont mourir, et ceux ou celles qui sont restées vivantes, bien sûr ce sont les bactéries qui ont intégré le gène de résistance et en plus le gène voulu. Ces bactéries qu'on a maintenant, on doit bien sûr les multiplier pour avoir plusieurs clones de cette bactérie, et bien sûr on doit les mettre dans des fermentateurs pour l'expression des gènes. Donc mises dans des conditions optimales, les bactéries transformées se multiplient et ceci favorise l'expression du gène en question pour donner bien sûr la protéine voulue. Et à la fin, on doit extraire cette protéine soit par des techniques basées sur le choc osmotique ou par des lyses des cellules transformées. Bien sûr, il y a des techniques pour séparer cette molécule qu'on cherche des déchets ou des restes des cellules lysées ou explosées par le choc osmotique. Quels sont les domaines d'application du génie génétique? Donc, le génie génétique, il peut être appliqué dans plusieurs domaines. En recherche fondamentale, pour comprendre comment un gène s'exprime ou pour obtenir des modèles animaux, pour étudier des maladies humaines, telles le sida, la mucoviscidose, etc. En chirurgie, pour obtenir des organes animaux greffables chez l'homme. En agriculture, pour obtenir de nouvelles variétés, soit résistantes à certains herbicides ou à des maladies ou à des insectes, soit ayant de nouvelles propriétés gustatives ou nutritives. Dans l'industrie chimique, pour produire des élastomères ou des matières plastiques. Dans l'industrie pharmaceutique, pour produire des médicaments, insuline, hormones de croissance, enzymes ou des vaccins pour le sida, le Covid, etc. La thérapie génique consiste à transférer du matériel génétique dans les cellules d'un malade pour corriger l'absence ou la déficience d'un ou de plusieurs gènes qui provoquent une maladie. Voilà le cas de la thérapie génique. On prend, c'est-à-dire une cellule de cet individu, c'est-à-dire les cellules qui sont malades. Bien sûr, on prend le gène sain et qu'on va introduire dans ces cellules. Ces cellules, bien sûr, seront modifiées génétiquement, mais bien sûr, elles contiennent le gène normal. Et ce sont bien sûr des cellules de cet individu-là. Une fois cette cellule prête, on va bien sûr l'introduire chez l'individu. Ainsi, les cellules introduites chez l'individu sont des cellules saines qui ont des gènes sains, normaux, et bien sûr, il va y avoir synthèse de la protéine qui lui manquait. C'est ce qu'on appelle la thérapie génétique. Exercice.
On commence toujours par la restitution des connaissances. Repérer les affirmations exactes et corriger celles qui sont inexactes. Donc vous prenez un peu de temps pour lire et répondre. Alors, comme réponse, l'interphase est l'une des phases de la mitose. Non, l'interphase, c'est une phase entre les deux mitoses. Un agent mutagène est une enzyme qui peut couper l'ADN. Un agent mutagène entraîne ou donne une mutation. Chez les eucaryotes, la réplication d'une molécule d'ADN s'effectue simultanément en plusieurs endroits, bien sûr. Les mutations sont la conséquence de polymorphisme des gènes. Rappelez-vous les yeux. On a plusieurs phénotypes d'œil, enfin des couleurs des yeux. Donc il y a plusieurs phénotypes. Donc on parle de polymorphisme. Donc la mutation en est la responsable. L'ARN prémessager contient la même information que le brin non transcrit de l'ADN. Oui. Des codons différents peuvent coder pour le même acide aminé. Rappelez-vous le cas de la leucine. On a 6 codons différents et qui codent pour le même acide aminé, c'est la leucine. Des acides aminés différents peuvent être codés par le même codon. Non. Un acide aminé peut être codé par plusieurs codons, c'est-à-dire l'inverse. À chaque codon correspond un acide aminé, sauf pour les codons non-sens, du codon stop. Il y a 3 codons qui ne correspondent pas à des acides aminés. Les animaux n'utilisant pas le même code génétique que les plantes, si on a dit que le code génétique est universel. Un organisme comporte beaucoup plus de protéines différentes que de gènes. Vrai. En fin de division, les chromosomes d'une cellule eucaryote sont constitués d'un seul chromatide. Vrai. Les différents ARN de transfert peuvent se lier à n'importe quel codon de l'ARN. Faux. On a vu qu'il y a une complémentarité entre le codon et l'anticodon. Les chromosomes sont toujours visibles dans une cellule, seulement au cours de la division cellulaire. Par contre, pendant l'interphase, il n'y a pas de chromosomes. On parle de chromatine, qui est une substance condensée et enchevêtrée. Les cellules issues de la mitose possèdent la même information génétique. Vrai, le karyotype d'un être vivant, d'un être humain, est composé de 48 chromosomes. Faux, il y en a 46 seulement. C'est chronologiquement. C'est-à-dire, vous avez ici un phénomène et on vous demande de classer les étapes. Les chromatides de chaque chromosome dupliqué se séparent l'un de l'autre. Donc là, on parle de division et interphase. Là aussi, on parle de division et interphase. Donc, vous prenez un peu de temps pour essayer de classer chronologiquement ces différentes étapes. Comme réponse, donc si à chaque étape, on écrit la phase à quoi elle correspond. Disparition du noyau et apparition de chromosomes, c'est la prophase. Les chromatides constituent deux lots identiques de chromosomes et à chaque pôle, c'est l'anaphase. Les chromosomes apparaissent constitués de 2 chromatides, c'est la métaphase. Les 2 cellules formées possèdent le même nom, c'est la télophase. Les chromatides de chaque chromosome dupliqué se séparent, c'est l'anaphase. Donc en première, c'est prophase, métaphase, anaphase et télophase. Donc on va avoir 5, 3. Alors anaphase, c'est 1, et 4, puis 2. Pour le deuxième cas, on a la duplication, la traduction, l'interphase, la division cellulaire et la transcription. Or, on a vu que la transcription, c'est la synthèse de protéines. Et cela, bien sûr, se produit pendant la phase S. C'est l'interphase aussi. La division cellulaire, c'est la mitose. La traduction, c'est comme la transcription, c'est l'expression. Et la duplication, bien sûr. Donc, comme réponse,
on va avoir C, c'est-à-dire l'interphase, A, la duplication, vous rappelez la phase S, au cours de laquelle il va y avoir une transcription et une traduction, et en fin de compte, il va y avoir une division cellulaire. Alors, on arrive au QCM de 40 questions. Comme toujours, vous prenez une feuille, et à chaque numéro ou à chaque question, vous marquez votre réponse A, B, C, D ou E, et à la fin du questionnaire, vous calculez le pourcentage de vos réponses justes. Alors, le karyotype des gamètes est caractérisé par la présence de paires de chromosomes homologues, diffère de celui des cellules somatiques par la présence de chromosomes sexuels, est constitué de N chromosomes à une chromatide, est constitué de 2 chromosomes à une chromatide, est constitué de N chromosomes bichromatides. Le karyotype cellulaire est une représentation du contenu chromosomique d'une cellule. Chaque cellule a un nombre bien déterminé de chromosomes. Mais les cellules, il y a les cellules diploïdes et les cellules haploïdes. Les cellules diploïdes ont 2 exemplaires pour chaque chromosome. Ce sont surtout les cellules somatiques. Alors que les cellules haploïdes sont les cellules à N chromosomes, c'est-à-dire il y a seulement un seul exemplaire de chromosome. C'est le cas des cellules sexuelles ou ce qu'on appelle les gamètes. Donc, les gamètes sont des cellules haploïdes, donc N chromosomes, et chaque chromosome, bien sûr, doit contenir seulement un seul chromatide. Donc, est constitué de N chromosomes à une chromatide. La phase S des cycles cellulaires permet de constituer 2 exemplaires de la même formation génétique, correspond à la séparation de 2 chromatides de chaque chromosome, est caractérisée par la séparation du cytoplasme et la période de repos pour la cellule, phase importante de la mitose. Alors, remarquez ici la phase S, c'est ça. Donc, au cours de la phase S, il y a une duplication de la quantité d'ADN de Q qui devient 2Q. Donc, permet de constituer 2 exemplaires de la même information génétique. Donc, la réponse c'est A. L'ARN polymérase est une enzyme qui catalyse la synthèse d'ADN, la synthèse d'ARN prémessager, la traduction, la transcription ou la réplication. Alors, lorsque je parle de l'ARN, sous l'action d'une enzyme ARN polymérase, la synthèse d'une molécule d'ARN s'effectue. Donc l'ARN polymérase est responsable de la formation de l'ARN M. Et on a vu que chez les eucaryotes, il y a d'abord formation de ce qu'on appelle l'ARN prémessager. Donc la réponse c'est B. L'ARN messager est une molécule formée de 2 brins de nucléotides, fabriqués dans le noyau, comporte les mêmes composants que l'ADN, communique l'information génétique d'une cellule à une autre, ou résulte de la réplication de l'ADN.
Alors, vous vous rappelez que la réplication ou l'ARN messager est réalisé lors de la transcription de l'ADN au niveau du noyau, où il y a bien sûr l'ADN. Donc, la réponse est B. Une séquence de 33 acides aminés est codée par une séquence de 11 nucléotides, 33 nucléotides, 66 nucléotides, 99 nucléotides. Pas de réponse juste. Chaque acide aminé est codé par un triplet de ribonucléotides, qu'on appelle codon. Donc 33 acides aminés seront codés par 33 fois 3. Ça veut dire 99 nucléotides. Donc la réponse juste c'est D. Un gène est de la même taille que son ARN M, moins long que son ARN M, plus long que son ARN pré-messager, de la même taille que son ARN pré-messager, responsable de l'apparition de plusieurs caractères. Alors, un gène. Voilà un gène. Donc c'est un fragment de l'ADN. Donc un gène, il est inférieur, enfin du point de vue longueur, il est inférieur par rapport à une molécule d'ADN. Et la transcription qui se réalise, bien sûr, va donner ce qu'on appelle un ARN pré-messager. Donc l'ARN pré-messager aura la même longueur que le gène dont on parle. Donc, de la même taille que son ARN messager, non, parce qu'il va y avoir une maturation, c'est-à-dire un épissage de l'ARN pré-messager pour donner l'ARN messager. Moins long que son ARN messager, non. Plus long que son ARN pré-messager, non. De la même taille, ça, c'est la réponse juste. Une mutation. C'est un événement très peu fréquent, donc négligeable, et toujours néfaste, peut se produire spontanément, est toujours dû à un agent mutagène, est une modification au niveau de l'ADN. On sait que la mutation, elle est peu fréquente, mais pas négligeable. Donc, c'est pas A. Toujours néfaste, non, parce qu'il y a des mutations qui ne sont pas néfastes, telles les mutations silencieuses, ils n'ont pas d'effet. Peut se produire spontanément, oui, mais elles peuvent bien sûr se produire d'une façon en utilisant des mutagènes. Est toujours dû à un agent mutagène. Non, elle peut se produire de façon naturelle, c'est-à-dire spontanément. Est une modification au niveau de l'ADN, c'est ça la réponse. Un codon est toujours traduit en acide aminé. Un gène, c'est un gène, est une suite de 3 acides aminés, est une suite de 3 nucléotides de l'ADN, est une suite de 3 nucléotides de l'ARN. Alors, un codon est toujours traduit en acide aminé. Mais non, il y a bien sûr ce qu'on appelle les codons non-stop. Donc c'est faux. Un codon n'est pas un gène. Un codon est une suite de 3 acides aminés, non. Suite de 3 nucléotides de l'ADN, non. Mais une suite de 3 nucléotides de l'ARN, parce qu'un codon peut contenir U, c'est-à-dire il contient l'uracile, donc c'est un ARN. Donc la réponse juste c'est U.
Le code génétique est différent selon les espèces d'êtres vivants. Établit la correspondance entre une molécule d'ARN messager et une protéine. Ne permet pas de déterminer la séquence du gène codant une protéine donnée et la séquence de l'ADN d'un individu correspond à la succession des acides aminés. Alors, le code génétique. Différent selon les espèces d'êtres vivants. Non, on indique qu'il est universel. Établit la correspondance entre une molécule d'ARN messager et une protéine. C'est juste. Ne permet pas de déterminer la séquence des gènes codant une protéine donnée. Si, il peut le permettre. Si on cherche à l'inverse, c'est-à-dire on a la protéine, c'est-à-dire la cystine, on va chercher le correspondant IGU et on peut bien sûr avoir l'ADN, la molécule ADN de départ. D est la séquence d'ADN de l'individu. Non, c'est faux. Correspond à la succession des acides aminés. Non, c'est faux. Donc la réponse juste c'est B. Les chromosomes sont toujours visibles dans la cellule, toujours formés d'un chromatide, séparés de deux lots en deux lots lors de la prophase de la mitose, dupliqués à la fin de l'interphase. Toutes les réponses sont justes. Donc les chromosomes sont toujours visibles dans la cellule? Non, parce qu'on ne peut pas les voir pendant l'interphase. Toujours formés d'un chromatide? Non. Pendant la G2 et le début de la mitose, ils sont formés de deux chromatides. Séparés en deux lots égaux lors de la prophase? Non. Séparés en deux lots pendant l'anaphase. Dupliqués à la fin de l'interphase, si possible. Toutes les réponses sont justes? Non. Donc D. La séquence en acides aminés d'un polypeptide est déterminée par la séquence des nucléotides d'un gène, déterminée par plusieurs gènes, déterminée différemment par le même gène, la traduction d'une molécule d'ADN, toujours constante malgré les mutations. Alors, remarquez ici la séquence en acide aminé d'un polypeptide. Le polypeptide, le voilà qu'on va avoir à la fin. Et là, ce qu'on appelle la traduction. Donc, est déterminée par la séquence des nucléotides d'un gène. Et bien sûr, la séquence des acides aminés est déterminée par la séquence des acides des nucléotides, des codons qu'on a ici. Déterminée par plusieurs gènes? Non. Déterminée différemment par le même gène? Non. La traduction d'une molécule d'ADN? Non. Toujours constante? Non. Donc la réponse juste c'est A. Le rapport A plus G sur T plus C est toujours égal à 1 dans l'ADN, une valeur variable suivant les ADN égale à 1 dans l'ARN, A plus B plus C, c'est-à-dire les réponses A plus B plus C sont justes, ou A et B uniquement. Remarquez ici un tableau qui présente des êtres vivants, l'homme, bœuf, blé, levure et les bacilles comme bactéries. Et là, on a les A, G, T, C et là les données numériques de chaque ADN. Et là, ce qu'on a, le rapport A plus G, T plus C. Et voilà ici les réponses qu'on peut avoir. Bon, qu'est-ce qu'on constate? 1, 1,08, 1, 1, 1,02. Donc, chez n'importe quel être vivant, le rapport A plus G,
sur T plus C est toujours égal à 1. Donc, toujours égal à 1 dans l'ADN, une valeur variable suivant les ADN, il n'est pas variable, égale à 1 dans l'ARN, on ne parle pas d'ARN mais on parle de T, donc l'ADN, A plus B plus C, donc puisqu'il y a ici l'ARN c'est faux, A et B uniquement c'est faux, parce qu'il n'est pas variable, donc il est toujours égal à 1 dans l'ADN. Le code génétique diffère selon les individus d'une espèce, permet de connaître la séquence d'un ARN prémessager, est synonyme d'information génétique, est le même pour presque tous les êtres vivants, permet la correspondance entre codons et anticodons. Donc le code génétique diffère selon les individus d'une même espèce, non, parce qu'il est universel. Permet de connaître la séquence d'un ARN prémessager, c'est possible. Est synonyme d'information génétique, non. Est le même pour presque tous les êtres vivants, non. Permet la correspondance entre codons et anticodons. Voilà donc le code génétique. Et vous voyez bien sûr, il y a correspondance entre un codon et un acide aminé. Alors, quelle est la réponse juste? Est-ce que diffère selon les individus? Non. Permet de connaître les séquences d'ARN prémessager, synonyme d'information génétique, est le même pour presque tous les êtres vivants. Permet la correspondance entre codons et anticodons. Est le même pour presque tous les êtres vivants. La transcription est une synthèse d'ADN, nécessite le code génétique, a lieu dans le cytoplasme, est une synthèse d'ARN, nécessite l'enzyme ADN polymérase. Alors, la transcription. Vous vous rappelez de cette figure? On a vu que c'est une synthèse de l'ARN à partir d'un fragment d'ADN, c'est-à-dire le gène. Donc, c'est pas une synthèse d'ADN. Ne nécessite pas le code génétique parce qu'il se fait au niveau du noyau. A lieu d'un cytoplasme, non. Est une synthèse d'ARN, bien sûr. Nécessite l'enzyme d'ADN polymérase, non. Il nécessite l'ARN polymérase. Donc, la réponse, c'est petit b. La mutation a toujours lieu sous l'effet d'un agent mutagène. Crée un nouvel allèle, conduit toujours à la formation d'une protéine différente, est un événement fréquent. Toutes ces réponses sont justes. Vous vous rappelez cette figure? On a vu que ça, c'est la séquence du gène, on appelle aussi allèle, qui contrôle la couleur brune des yeux. Et lorsqu'on a une modification, c'est-à-dire une mutation, il va y avoir expression d'une autre couleur. Donc l'allèle a été modifié. Donc la mutation a toujours lieu sous l'effet d'un agent mutagène? Non, il peut être spontanément. Il crée une nouvelle allèle, c'est vrai, conduit toujours à la formation d'une protéine différente, pas toujours, parce qu'il peut y avoir des mutations silencieuses, c'est-à-dire elles n'ont pas d'effet. Est un événement fréquent? Non, il est moins fréquent.
Toutes ces réponses sont justes, bien sûr c'est faux. Donc la bonne réponse c'est B. Les ribosomes effectuent la transcription, effectuent la traduction, sont localisés uniquement dans le cytoplasme, effectuent le transport des protéines, n'existent que dans les cellules animales. Alors, on a vu que les ribosomes sont nécessaires pour la synthèse des acides aminés, c'est-à-dire de la protéine. Donc, on parle ici de la traduction. Donc, effectuer la transcription, c'est faux. Effectuer la traduction, c'est juste. Sont localisés uniquement dans le cytoplasme? Non, ils peuvent être localisés à la surface des réticulums endoplasmiques, c'est-à-dire on parle de réticulum endoplasmique granuleux. Effectue le transport des protéines, mais non. Donc la synthèse des protéines n'existe que dans les cellules animales, mais aussi dans les cellules végétales. Donc la réponse juste c'est petit b. Les protéines sont formées d'une succession de nucléotides. Le support de l'information génétique constitue un enchaînement d'acides aminés synthétisés dans le noyau cellulaire à partir d'une molécule d'ARN messager, synthétisés dans le noyau cellulaire à partir d'une molécule d'ADN. Donc tout le monde sait que les protéines, ce sont un ensemble d'acides aminés. Donc une protéine est une macromolécule biologique composée d'une ou plusieurs chaînes d'acides aminés. Les acides aminés sont liés les uns aux autres par des liaisons peptidiques pour former une structure linéaire appelée polypeptide. La séquence d'acides aminés dans chaque protéine détermine sa structure et sa fonction spécifique. Donc, former une succession de nucléotides, c'est faux. Le support d'information génétique, c'est faux. Constitué d'un enchaînement d'acides aminés, c'est possible. Synthétisé dans le noyau cellulaire à partir d'une molécule d'ARN messager, donc non pas dans le noyau. Synthétisé dans le noyau cellulaire à partir d'une molécule d'ADN, non. Donc la réponse juste c'est C. L'épissage est une transcription anormale, la maturation de l'ARN messager, une traduction différentielle d'un gène alternatif permet de fabriquer des protéines différentes à partir d'un même gène. C'est pas une maturation de l'ARN messager, mais une maturation de l'ARN pré-messager. Donc la réponse juste, c'est qu'il est alternatif et permet de fabriquer des protéines différentes à partir d'un même gène. Vous voyez ici, un même gène peut donner plus de 2 protéines. Donc la réponse juste, c'est petit d. Une molécule d'ARN M comporte les mêmes bases nucléotides que l'ADN, a pour fonction d'assembler des nucléotides, est formée de 2 bras, est une copie conforme de l'information détenue par une molécule d'ADN et le bras transcrit d'ADN. Alors, la molécule d'ARN M. Voilà l'ARN M. Et là, bien sûr, c'est l'ADN. L'ADN, elle est formée de 2 bras, alors que l'ARN est formé d'un seul bras. Donc, comporte les mêmes bases nucléotides? Non. Celui-là, il a l'uracile, et là, il a la thymine. A pour fonction d'assembler les nucléotides? Non. Est formé de 2 bras? Non. Formé de seulement d'un seul bras. Est une copie conforme de l'information détenue par une molécule d'ADN? Non, mais seulement d'un fragment, c'est-à-dire un gène, et non pas la totalité de l'ADN, et le brin transcrit d'ADN, c'est-à-dire la molécule d'ARN et le brin transcrit d'ADN.
Quel est le nombre des nucléotides A, T, C et G, sachant que la somme des nucléotides d'un fragment d'ADN est de 28 et le rapport A plus T su plus G est égal à 1,8. Donc vous devez faire des calculs pour chercher la réponse juste. Alors pour vous aider, sachant que A et T sont complémentaires, donc le nombre des nucléotides A et T est le même. De même pour C et J. On a A plus T plus C plus G, c'est-à-dire la somme, est égale à 28. Donc 2A, c'est-à-dire le nombre de A est égal au nombre de T. Donc 2A est égal à 2C est égal à 28. D'où A plus C est égal à 14. On a le rapport A plus T, C plus G est égal à 1,8. Donc 2A sur 2C est égal à 1,8. D'où A, c'est-à-dire A sur C est égal à 1,8. D'où A est égal à 1,8 fois C. Donc là, on a deux équations correspondant à la valeur A. Alors, puisque A est égal à A, donc 14 moins C est égal à 1,8 fois C. Ben voilà. Ceci entraîne que 14 est égal à 1,8 C fois C plus C est égal à 2,8 C. D'où C est égal à 14 sur 2,8 est égal à 5. Donc, puisque A est égal à 5, puisque C est égal à 5, donc C est égal à G est égal à 5, ça veut dire 10, et on a 28, donc il reste 18. D'où A est égal à T est égal à 9. Donc, comme réponse juste, c'est E. Durant la métaphase de la mitose, chaque chromosome est formé d'un seul chromatide constitué de 2 brins d'ADN, de 2 chromatides constitués d'un brin d'ADN, de 2 chromatides constitués de 2 brins d'ADN, de 2 chromatides l'une constituée d'un seul brin, l'autre de 2 brins. Pas de réponse juste. Donc vous avez vu pendant la mitose et durant la métaphase, qu'est-ce qu'on a constaté? Que chaque chromosome est formé de 2 chromatides reliés par un centromère. Donc, formé de 2 chromatides constitués de 2 brins d'ADN. 2 chromatides et chaque chromatide contient un seul brin, donc il y a 2 brins d'ADN, donc la réponse c'est C. Au cours de la réplication de l'ADN, la double hélice parentale reste intacte et une deuxième copie entièrement nouvelle est synthétisée. Chaque brin des 2 molécules d'ADN formées contient des fragments anciens et des fragments nouvellement synthétisés. Les 2 brins de la double hélice parentale se séparent et chacun d'eux sert de modèle pour la synthèse d'un nouveau brin complémentaire. La double hélice parentale ne sert pas à la synthèse de 2 nouvelles copies d'ADN. Les réponses A et C est la juste. Alors remarquez ici la réplication, c'est-à-dire la duplication de l'ADN. Les brins parentaux vont être séparés et chaque brin va être la matrice pour la production d'un nouveau brin. C'est-à-dire que chaque brin d'ADN est constitué d'un brin ancien et un brin néo-formé. Donc si on relie, la double hélice parentale reste intacte et une deuxième, il n'y a pas qu'il reste contact, mais il y a séparation. Voilà, il va être dénaturé. Dans une région, bien sûr. Hein. Chaque brin des 2 molécules d'ADN formées contient
des fragments anciens et des fragments nouvellement synthétisés. Chaque brin des deux molécules d'ADN formées contient des fragments anciens et des fragments nouvellement synthétisés. Il n'y a pas de fragments, mais il y a un brin, totalement un brin. Les deux brins de la double hélice parentale se séparent et chacun d'eux sert de modèle pour la synthèse d'un nouveau brin complémentaire. C'est possible. La double hélice parentale ne sert pas, mais elle sert. Donc c'est C. Ah non? La réplication de l'ADN se réalise selon un mode conservatif, serait seulement un mode semi-conservatif, conserve la totalité de la molécule initiale dans la molécule néoformée, conserve le quart de la molécule initiale dans la molécule néoformée, se déroule dans le cytoplasme des eucaryotes. Donc vous rappelez que la réplication, elle est semi-conservative. Les protéines constituent le génotype de l'individu, sont indépendantes des programmes génétiques, définissent généralement l'échelle cellulaire du phénotype, sont constituées d'acides gras, sont constituées d'acides aminés. Donc on sait que les protéines, ce sont un assemblage d'acides aminés. L'ARN-M, synthétisé dans le cytoplasme, constitué des mêmes nucléotides que l'ADN, mais dans un ordre inverse, provient de la maturation d'ARN prémessager, est plus grand que l'ARN prémessager, est une copie fidèle du gène. Donc l'ARN-M, par rapport à l'ARN prémessager, c'est-à-dire que l'ARN-M provient de la maturation de l'ARN prémessager. Une enzyme de restriction est une hexanucléase, une phosphatase, une ribonucléase, une endonucléase, une ligase. Donc tout ça, ce sont des enzymes qui se terminent par ase, mais leur fonction diffère. Alors, on sait que l'enzyme de restriction est une enzyme qui coupe l'ADN dans des places bien précises. Donc, il coupe à l'intérieur de l'ADN. Donc, c'est une endonucléase. Donc, non pas hexanucléase, non une phosphatase, non ribonucléase, non une ligase, mais une endonucléase. Les enzymes de restriction coupent l'un des deux brins de la molécule d'ADN, peuvent produire des fragments à bout franc ou cohésif, sont utilisés dans la méthode de PCR, peuvent être nécessaires lors du dosage d'ADN. Les réponses A, B et C. Donc tout le monde sait que les enzymes de restriction sont des enzymes qui coupent l'ADN dans des places. Donc ce sont des enzymes de restriction qui coupent l'ADN dans des places bien précises. Donc elles peuvent être francs,
soit cohésive, c'est-à-dire il va y avoir des bouts de chaque côté pour qu'il y ait une nouvelle liaison entre les nucléotides. Donc, elle ne coupe pas l'un des deux brins, mais les deux brins. Donc, c'est faux. Produire des fragments à bout franc ou cohésifs, c'est possible. Utilisé dans la méthode PCR, c'est-à-dire la formation de l'ADN en chaîne, donc c'est faux. Peuvent être nécessaires lors du dosage de l'ADN, c'est faux. Ni A, ni... Donc c'est faux. Donc c'est la réponse B. Qu'est-ce qu'une enzyme de restriction? Une enzyme spécifique qui limite l'amplification d'ADN par diminution du nombre des gènes qui peuvent être clonés. Une enzyme qui détruit une séquence d'ADN par rupture de toutes les liaisons entre les nucléotides d'un brin d'ADN. Une enzyme spécifique qui fait la lecture des séquences nucléotidiques d'ADN, reconnaît les deux séquences spécifiques et coupe l'ADN par rupture des liaisons entre les nucléotides d'un brin fragment d'un brin d'ADN. Une enzyme spécifique qui réduit la multiplication de l'ADN, le rendre ainsi apte au clonage. Je ne sais pas. Donc, comme réponse juste, vous remarquez ici qu'on parle de l'amplification, c'est-à-dire la multiplication. Donc, il n'y a pas une multiplication. Là, on parle de destruction, détruire une séquence d'ADN. Non. Là, on parle réduire la multiplication. Non, j'en sais pas bien sûr, c'est non. Alors, donc, c'est C. Déterminer la séquence des acides aminés de l'allèle normal. Vous avez ici une série d'acides aminés. Et là, vous avez le tableau. Et là, bien sûr, vous avez les allèles. On parle d'allèle normal. On a ici 3, 6, 9, 12, 15, 18, donc 21. Donc, on va avoir, bien sûr, 7 acides aminés. Alors, ce que vous devez faire, donc traduire ou transcrire l'ADN en ARN. Or, on sait que on a ici le fragment non transcrit. Alors, si c'est le fragment non transcrit, peut dire que la succession de l'ARN M est la même que celle-ci en modifiant les T, les thymines, par U. Donc, ACC, ACC, voilà, ACC, c'est une thréonine. AAU, c'est une asparagine. Donc, on a thréonine, asparagine, puis AUC, AUC, c'est une illeucine. Donc, on a ici. Puis, TTC, ça veut dire UUC. UUC, c'est une phénylalaline. Là, voilà. Puis, TTC, autre phénylalaline. Donc, c'est ça. Puis, on a UCC, UCC. C'est une sérine. Là, voilà. Puis, on a CCA, CCA. Là, voilà. Donc, c'est une proline. Donc, c'est la réponse C. Code de la réplication de l'ADN. La double hélice parentale reste intacte et une deuxième copie entièrement nouvelle est synthétisée. Chaque brin de deux molécules d'ADN formées contient des fragments anciens et des fragments nouvellement synthétisés. Les deux brins de la double hélice parentale se séparent et chacun d'eux sert de modèle pour la synthèse d'un nouveau brin complémentaire. La double hélice parentale ne sert pas à la synthèse des deux nouvelles copies d'ADN. Et la réponse, et la dernière réponse, on vous propose A et B. Donc, au cours de la réplication de l'ADN, la double hélice parentale reste intacte. Non. Et les deux brins se séparent pour qu'il y ait formation d'un nouveau brin.
Chaque brin des deux molécules d'ADN néoformées, contient des fragments, mais ne sont pas des fragments, mais un brin. Donc les deux brins de la double hélice parentale se séparent et chacun d'eux sert de modèle pour la synthèse d'un nouveau brin complémentaire. C'est ça la réponse juste, donc c'est C. Chez l'espèce humaine, 2n est égal à 46, signifie que 46 est le nombre de chromosomes des cellules sexuelles, 46 est le nombre total des chromosomes de l'organisme, 46 est le nombre des chromosomes par cellule, 46 paires de chromosomes, 23 autosomes et 23 chromosomes sexuels. 23 autosomes et 23 chromosomes sexuels. Alors 2n égale 46, c'est-à-dire que 46 chromosomes est le nombre de chromosomes par cellule. La cellule humaine en métaphase comporte 23 chromosomes bichromatidiens, 46 chromatides, 46 chromosomes monochromatidiens, 92 chromatides, 92 chromosomes. Alors, en métaphase, on sait qu'en métaphase, les chromosomes sont bien visibles et formés par deux chromatides. Donc, si cette cellule présente 1, 2, 3, 4 chromosomes, c'est-à-dire 2n est égal à 4. Et là, bien sûr, 8 chromatides. Alors, 23 chromosomes bichromatidiens, c'est faux, puisqu'on a 46. 46 chromatides, c'est faux. 46 chromosomes monochromatidiens, c'est faux, parce que les chromosomes sont bichromatidiens. 92 chromatides, c'est-à-dire 46 chromosomes, donc 92 chromatides. Donc la réponse ici, c'est D. Le karyotype de l'homme se distingue de celui de la femme par le nombre de chromosomes sexuels, le nombre des autosomes, la forme des autosomes, la forme des chromosomes sexuels ou le nombre des chromosomes. On a ici le karyotype d'une femme et d'un homme. Vous voyez, ils ont le même nombre, la même forme presque, etc. Ce qui diffère l'homme de la femme, c'est cette paire-là. La dernière paire, c'est-à-dire la paire de chromosomes sexuels. Chez la femme, ils sont identiques. Chez l'homme, ils ne sont pas identiques. Il y a un petit et il y a un grand. Donc, ce qui diffère l'un de l'autre, c'est bien sûr la forme des chromosomes sexuels. Donc, la forme des chromosomes sexuels. Au cours d'un cycle chromosomique, le chromosome subit dans l'ordre chronologique les transformations suivantes. Donc, vous avez ici les transformations. Vous cherchez laquelle des successions est la juste. Alors, vous rappelez le cycle cellulaire. Pendant la mitose, il y a une division. Et bien sûr, il y a une spiralisation, puis une dispiralisation à la fin. Pour avoir en G1 un chromosome monochromatidiens, c'est-à-dire formé seulement d'un seul filament, qui est plus ou moins dense. À la phase S, il va y avoir une multiplication, c'est-à-dire une synthèse d'un double, des nouvelles molécules d'ADN. Et là, bien sûr, on va avoir le chromosome qui est bichromatidien. Donc,
duplication, spiralisation, dispiralisation, dédoublement du centromère. Alors on cherche laquelle des réponses justes. On va voir ici une duplication. Donc voilà une duplication, une spiralisation, un dédoublement du centromère, c'est-à-dire lors de la prophase pour former ce qu'on appelle le fuseau achromatique. Et à la fin, il y a une dispiralisation. Donc la réponse juste, c'est l'ADN a la même composition chimique chez les différentes espèces, est constitué d'un seul brin en forme d'hélice, a une structure linéaire, contient les mêmes gènes dans les différents chromosomes. Les réponses A et D. Donc, comme vous l'avez constaté, que l'ADN, chez n'importe quel individu, est formé de la même façon, par des nucléotides A, T, C et G, et des brins qui sont antiparallèles, et bien sûr en hélice. Donc, il a la même composition chimique chez les différentes espèces. Un codon est un triplide ADN, ARN-R, c'est des ribosomal, ARN-T de transfert, ARN-M messager ou l'ARN pré-messager. Donc c'est très simple, un codon, voilà, un codon AUG, c'est un triplet au niveau de l'ARN messager qui va être lu par les ribosomes pour donner un acide aminé. Donc la réponse c'est petit d. L'une des substances suivantes est un acide aminé. Tyrosinase, tyrosine, sérotonine, l'acide phénylcétonurique, phénylalanine, hydroxylase. Alors, si vous vous rappelez du code génétique, le voilà. Et on cherche ici les acides aminés qu'on peut avoir. Est-ce qu'il y a une correspondance? Alors, la seule qui correspond à ces éléments-là, c'est bien sûr la tyrosine. Voilà, la tyrosine. Donc, la réponse juste, c'est B. En génétique, les ligases collent les bactéries pour favoriser leur multiplication. Les enzymes de restriction permettent de fragmenter l'ADN. La transcriptase reverse permet de former l'ARN copié à partir de l'ADN. L'ARN messager ne peut pas servir comme matrice pour former l'ADN. Pas de réponse juste. Comme réponse, les enzymes de restriction permettent de fragmenter l'ADN. Vous vous rappelez, pour qu'il y ait génie génétique, il faut bien sûr isoler l'ADN, isoler le gène. Alors pour isoler le gène, on utilise les enzymes de restriction qui permettent de fragmenter l'ADN. Donc comme réponse, c'est B. Toujours en génie génétique, on peut identifier un gène sur un fragment d'ADN en utilisant une sonde moléculaire radioactive, une enzyme de restriction radioactive, une ADN ligase, un plasmide ou l'électrophorèse.
Donc, vous rappelez que en génie génétique, pour repérer le gène, on utilise ce qu'on appelle une onde radioactive. Donc, comme réponse ici, pour identifier un gène sur un fragment d'ADN en utilisant une sonde moléculaire radioactive. Quel est l'intrus parmi les outils utilisés en génie génétique? Donc, parmi ces éléments-là, il y a un intrus qu'on ne peut pas utiliser en génie génétique. Est-ce le plasmide, les enzymes de restriction, les ligases, l'adénase, la transcriptase reverse? Alors, les plasmides est utilisé comme vecteur. Les enzymes de restriction sont utilisées pour fragmenter l'ADN en cherchant le gène responsable ou le gène d'intérêt. Les ligases, c'est pour coller les morceaux d'ADN à un transporteur. Les transcriptases reverses pour transformer ou pour avoir l'ADN à partir de l'ARN. Par contre, l'ADNase est une enzyme qui hydrolyse l'ADN, qui détruit l'ADN. Donc c'est ça l'intrus. Donc, comme d'habitude, vous cherchez le pourcentage de réussite que vous avez eu et comparez à ces données-là. J'espère que vous avez fait mieux que moi. Allez, à la prochaine. Donc, concernant la troisième unité, le transfert de l'information génétique par la reproduction sexuée et la génétique humaine.